Alors, on a fait la dernière fois un petit historique et les différents types d'implants. Aujourd'hui, on va parler du concept de l'ostéo-intégration en implantologie orale. Cela veut dire quoi, ostéo-intégration? Il faut savoir que le geste, le fait de mettre un implant dans la cavité buccale, c'est un geste qui est chirurgical et on doit attendre une période de stabilisation de l'implant. Ça veut dire que lorsqu'on met un implant, on attend une période de 3 mois jusqu'à 4 mois, parfois plus, afin de pouvoir continuer dans l'étape prothétique. Cela est dû à quoi? On sait très bien que la cicatrisation osseuse est une cicatrisation qui demande un délai de 3 voire 4 mois. Et le fait de mettre un implant, d'implanter dans l'os, que ce soit la basilaire ou bien le maxillaire, on attend à ce qu'il y ait intégration de cet implant au niveau de l'os, à ce qu'il y ait formation tout autour de l'os et surtout à ce qu'il n'y ait pas d'infection. C'est ce qu'on appelle donc l'ostéo-intégration. Cette ostéo-intégration qui a permis aux implants dentaires d'obtenir une prévision de succès à long terme de l'ordre de 95%. Ça veut dire, après 3 mois de mise en place de l'implant, je vais faire un contrôle radiologique. Je demande une radio panoramique, donc, et je vois la qualité de l'os qui est tout autour de l'implant. Est-ce que l'os a bien cicatrisé? Et surtout, est-ce qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle périimplantite, une infection tout autour de l'implant. C'est ce qui conditionne l'échec de ma chirurgie. Après 3 mois, si j'ai cette auto-intégration, je peux passer à la phase donc d'implant. Donc, pour cette ostéo-intégration qui a été développée toujours par Brånemark, donc on a parlé de Brånemark, c'est lui qui a donc mis en œuvre ce concept d'ostéo-intégration en 1969, qui est fondé sur 6 principes généraux. Donc, les 3 premiers, ça concerne l'implant lui-même, bien sûr. C'est le matériau avec lequel l'implant est fait, la forme de l'implant, c'est très important, et l'état de surface. Je vous ai dit la dernière fois, une surface lisse, ce n'est pas comme une surface qui présente des spires. Plus il y a des spires, plus la forme extérieure est rugueuse, plus on a une bonne stabilité primaire de l'implant. Les 3 autres, c'est la façon dont il est utilisé par le chirurgien. C'est le fraisage de l'os, les conditions d'asepsie et le délai de mise en charge. Normalement, conditions d'asepsie, on commence par ça. Un acte chirurgical, même s'il est banal, il requiert une asepsie stricte. Si on n'a pas d'asepsie, inutile de faire votre chirurgie parce qu'elle va être vouée à l'échec. Le fraisage de l'os et surtout la qualité de l'os. Maintenant, si vous avez fait votre consultation préimplantaire, vous avez posé l'indication. Lorsque vous avez fait votre examen radiographique et vous avez demandé un scanner, vous trouvez que la hauteur osseuse, elle est insuffisante au moment du fraisage. Surtout si vous avez à mettre en place un implant de 25 mm ou de 30 alors que vous n'avez pas la hauteur osseuse suffisante. C'est sûr que votre chirurgie va échouer et l'implant ne va pas tenir dans l'os. Donc, c'est très important. Et bien sûr, le délai de mise en charge. Avant 3 mois, on ne touche pas à l'implant, on ne fait pas notre phase prothétique. On attend toujours l'os cicatrisé. Et tout cela doit être expliqué au malade avant le début, avant que vous n'obtiendrez son consentement éclairé. Il faut lui expliquer
Parce qu'il y a certains malades, ils vous disent, moi je suis pressé, 6 mois c'est beaucoup, moi je veux un implant dans un délai de 2 mois. Non, il faut lui expliquer qu'il y a une période où l'os doit cicatriser. Elle peut aller de 3 jusqu'à parfois 6 mois. Le maintien à long terme de l'ostéo-intégration dépend de la conception de la prothèse et de l'occlusion surtout. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vous ai dit au début, la fois passée, que l'implant, c'est une racine artificielle qui va par la suite supporter une couronne ou alors un bridge, etc. Maintenant, pour maintenir cette ostéo-intégration dans le temps, bien sûr, il faut une conception optimale de votre prothèse et surtout l'occlusion. S'il y a la moindre interférence occlusale, si votre prothèse n'est pas faite dans les règles de l'art, ça va automatiquement se répercuter sur l'implant. L'implant et son ostéo-intégration. Donc, c'est quoi une ostéo-intégration? C'est tout simplement la jonction anatomique et fonctionnelle directe entre l'os vivant remanié et la surface de l'implant mise en charge. C'est une jonction qui devient anatomique. Donc là, c'est une jonction qui devient anatomique et fonctionnelle directe entre la surface de l'implant et l'os remanié. L'os remanié, c'est l'os qui est, si on peut dire, régénéré. Voilà, c'est un os remanié après cicatrisation. Comment se fait, une fois qu'on a mis en place l'implant, comment l'os va répondre face à ce corps qui est mis en place, qui est donc l'implant ou alors la racine artificielle. Donc, on sait très bien que l'os possède un fort potentiel de régénération autour de l'implant. Donc, régénération, ça veut dire quoi? Il y a des phénomènes physiologique de l'os, surtout au niveau des maxillaires suite à la mastication, qui est donc la résorption et la position osseuse. Et une fois qu'on a foré l'os, bien sûr, cet os-là, il va se régénérer autour de l'implant. Après la mise en place de cet implant-là, une zone de nécrose d'environ 1 mm apparaît toujours autour de l'implant. C'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait au début. Pourquoi? Parce que l'implant reste un corps étranger. Par la suite, il y aura une cicatrisation et une néoformation osseuse tout autour de l'implant. Donc, la première étape, c'est une étape de cicatrisation et de remplacement de tissu préimplantaire périimplantaire non vivant par un os immature de type trabéculaire. Ça veut dire quoi? Là, comment se fait? Là, on est rentré dans les étapes de déroulement de notre ostéo-intégration. D'abord, la première étape, dès qu'on met en place l'implant, il y a une petite zone de nécrose qu'on voit au niveau de la radio suite donc à la mise en place de l'implant. Tout de suite après, il y a cette étape de cicatrisation. L'os va cicatriser. Et le remplacement du tissu périimplantaire qui est non vivant, l'os nécrosé, par un os qui est immature. Un os qui est immature de type trabéculaire. Il a beaucoup de trabéculation. Il est donc peu résistant aux forces de mastication. Vous voyez, c'est un os qui présente plusieurs alvéoles, plusieurs trabéculations. Il est principalement constitué de tissu conjonctif. Cet os-là, il n'est pas encore mature. Imaginez si le patient vous donne un délai de 2 mois, il vous dit, moi j'ai, par exemple, il vous dit, moi j'ai un voyage, je dois avoir ma prothèse, mon implant mis en place et ma prothèse dans un délai de 2 mois.
Et donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien sûr vous précipiter et vous allez tout faire pour lui livrer la prothèse dans les délais, parce que quand même, un implant, ça coûte vraiment cher. Et vous ne respectez pas le délai de l'ostéo-intégration. Dans ce cas-là, tout de suite après, vous allez prendre les empreintes pour mettre en place la prothèse. La prothèse, elle va exercer de la force sur un os qui est immature. Et ces micro-traumatismes-là vont engendrer ce qu'on appelle la survenue d'une infection périimplantaire, ce qu'on appelle des périimplantites. C'est pour ça que je dis, et je le répète, et j'insiste là-dessus, lorsqu'on met en place un implant, on attend toujours la période de l'ostéo-intégration qui peut s'étaler parfois jusqu'à 6 mois. Et vous êtes dans l'obligation d'expliquer ça au malade. Il ne faut pas être influencé par le malade. S'il ne veut pas respecter ce délai-là, ne commencez pas votre implant. Pourquoi? Parce qu'il va, si vous obéissez et que vous lui faites sa prothèse dans 2 mois, et qu'il y a un problème par la suite, il va revenir vous voir. Il va vous demander de lui rembourser son argent. Il faut faire très attention. On respecte toujours les délais de mise en place, mise en charge de l'implant, l'ostéo-intégration, la mise en place de la prothèse. Il ne faut pas diminuer de ce délai. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des conséquences. Le malade revient par la suite vous voir pour des problèmes. La deuxième étape, première étape, on a vu, on a remplacement de l'os nécrosé par un os qui est immature. Cet os a besoin de temps pour qu'il soit mature. La deuxième étape, c'est le remaniement de cet os. Donc, les espaces entre les lacis, les trabécules de l'os immature, ils seront couverts par un os mature, donc un os lamellaire. La majeure partie donc de l'os implant sera ainsi comblée par un tissu osseux qui est mature. Il persistera une surface non osseuse au contact de l'implant qui nécessitera une durée de 18 semaines environ pour être comblé, bien sûr, d'un os compact. Là, pour les facteurs déterminant maintenant l'ostéo-intégration, on a dit d'abord c'est l'asepsie opératoire stricte, une non-contamination de l'implant, car si la couche de l'oxyde de l'implant est contaminée, l'adhésion cellulaire est compromise. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'implant directement dans une solution lamée, dans une solution antiseptique. Et on laisse dedans pour que l'implant soit désinfecté. Et on ne touche pas à l'implant. Pourquoi? Parce qu'avant la mise en place d'un implant, il y a une étape chirurgicale qui se fait. Il y a l'incision, le décollement d'un lambeau, le forage de l'os, ça veut dire qu'on va éliminer de l'os, et après la mise en place de l'implant. Donc, la mise en place de l'implant, on ne touche jamais à la surface externe de l'implant avec les mains, on prend avec une précelle. Donc là, on prend avec une précelle désinfectée au préalable et on met directement dans la partie réservée à la mise en place de l'implant sans qu'il soit trop manipulé par les mains. Voilà. Donc, mise en place de l'implant. Par la suite, une fois qu'on a mis l'implant, on doit le serrer. Donc, on doit le serrer afin d'obtenir ce qu'on appelle une stabilité primaire. Donc là, c'est un facteur, la stabilité primaire, c'est un facteur capital pour l'obtention de l'ostéo-intégration. Donc là, la stabilité est en grande partie obtenue au niveau des parties marginales et apicales de l'implant, engagées dans les corticales osseuses. Donc là, l'os spongieux doit avoir une forte proportion de trabécules pour contribuer, bien sûr, au support de l'implant. Voilà. Il faut que la chirurgie aussi soit une chirurgie atraumatique. Attention, le forage, avec quoi? On fait des forages à des vitesses très très lentes. Pourquoi? Pour éviter que l'os ne se chauffe. C'est très important. Donc, si
la chirurgie est traumatisante, les protéines libérées donc ne supportent pas l'élévation de la température, et on sait très bien que toute protéine, si elle est mise dans un milieu où il y a une chaleur importante, elle va se dénaturer. Donc, cliniquement, regardez, si l'échauffement il est supérieur à 47 pardon, pendant 1 minute, on considère classiquement que la cicatrisation est compromise. Avec quoi on fore? Donc, l'os, on fore avec un contre-angle spécial pour le forage. Donc, un contre-angle spécial pour le forage, pour la mise en place des implants. Et regardez, les vitesses doivent être inférieures à 2000 tours par minute. Les forces d'insertion de l'implant maintenant, c'est vrai qu'on va, lorsqu'on serre l'implant, on le serre, mais pas trop. Il ne faut pas trop insister. Donc, si on pratique des forces d'insertion trop importantes, ils peuvent induire une résorption osseuse périimplantaire. Donc, une mise en place délicate de l'implant permettra une bonne stabilité qui est donc recommandée. On met en place délicatement l'implant, on le serre délicatement à l'aide de la clé et on a notre stabilité primaire. Pour ce qui est pour obtenir maintenant une bonne ostéo-intégration aussi, intégration, il faut qu'il y ait une biocompatibilité des matériaux implantaires. On a plusieurs matériaux, donc plusieurs ont été testés sur le marché. On a le titane, le tantal, le nobium. Généralement, on travaille beaucoup plus avec les implants en titane qui sont donc des matériaux connus pour biocompatibilité et qui est probablement liée à la couche d'oxyde qui les recouvre. Et cette dernière, elle est très adhérente parce que dans la couche externe, il y a une couche d'oxyde qui est très adhérente, très stable dans l'environnement et surtout biocompatible avec l'os humain. Donc, et elle présente une excellente résistance à la corrosion. Voilà, donc là, le titane reste commercialement le matériau le plus documenté en implantologie orale. Pour avoir aussi une bonne ostéoation qui ne sera pas compromise dans le temps, cela donc est certainement aussi en faveur de la forme de l'implant. La fonctionnalité des implants vis sans complication donc, a été démontrée. La présence de pas de vis augmente la surface de contact. Pas de vis, c'est les stries qu'on retrouve sur la surface de l'implant. Plus on a de pas de vis importants, plus on a une bonne stabilité primaire et par la suite, on a une bonne ostéo-intégration. L'état de surface implantaire aussi, c'est très important. Donc, on a les stries, le pas de vis, et on a l'état de surface. Les microporosités, lorsqu'on a un état de surface avec beaucoup de microporosité, ça permet une bonne adhésion. Ce n'est pas comme un état de surface lisse. Les facteurs liés à l'hôte. État de santé du patient, on va le voir tout de suite, les indications et les contre-indications. Bien sûr, les habitudes de vie. Un patient qui est consommateur de tabac et d'alcool a moins de chances de réussir le traitement implantaire qu'un patient qui ne consomme pas de tabac et d'alcool. Et bien sûr, la qualité et la quantité des tissus mous et des tissus durs. Avant d'entreprendre un traitement implantaire, il faut toujours une remise en état de la cavité buccale, qu'elle soit adéquate et surtout stricte. Motiver le patient à l'hygiène bucco-dentaire, extraire toutes les dents jugées irrécupérables, faire le soin conservateur des dents jugées récupérables, faire un détartrage, un polissage, un surfaçage. Et vous dites au malade, si vous arrivez à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, votre chirurgie implantaire va réussir. Dans le cas contraire, il ne faut pas espérer qu'il y ait une bonne ostéo-intégration. Il faut savoir aussi que le tabac et l'alcool sont des facteurs qui ne sont pas en faveur donc, du traitement implantaire.
La qualité et la quantité osseuse aussi très important. Un patient qui présente une pathologie osseuse, par exemple une ostéoporose ou la maladie de Paget, etc., il ne va pas y avoir donc une formation osseuse importante et bonne, donc ce qui va compromettre la pérennité de l'implant. Voilà, bon là c'est pas important. Comment évaluer maintenant l'évaluation de l'ostéo-intégration? Comment je peux évaluer cette ostéo-intégration? D'abord, on a ce qu'on appelle le torque. C'est quoi le torque? C'est une valeur qui est donnée, donc, qui est donnée lors de la pose de l'implant à l'aide d'une clé dynamométrique. Elle reflète la stabilité primaire de l'implant à un temps T. On a une clé. Dès qu'on met en place l'implant, je vais ouvrir une parenthèse, lorsque je vais vous remettre le polycopier, je vais vous mettre des photos là-dessus pour comprendre ce que c'est qu'une clé hémodynamique, ce que c'est que le torque, etc. Donc là, le torque, c'est à l'aide d'une clé donc dynamométrique, elle reflète la stabilité primaire de l'implant à l'instant T. Ça veut dire quoi? On met en place l'implant et on serre à l'aide de cette clé dynamométrique. À un moment donné, on s'arrête parce qu'on n'arrive plus à serrer l'implant, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le torque. Le torque ne permet pas donc d'évaluer. C'est vrai que là, le torque, ça me permet d'évaluer la stabilité primaire de l'implant. Les critères de succès de l'implant, donc là, le succès implantaire désigne un implant qui remplit sa fonction pendant de nombreuses années, répondant bien sûr à des critères d'abord fonctionnels, psychologiques, physiologiques, et les critères de succès les plus utilisés sont ceux d'Albert Ketson et Hall, qui sont l'immobilité de l'implant. Ça ne sert à rien d'avoir un implant qui est mobile. Son clair à la percussion, lorsque je mets une percussion, ce n'est pas sourd. L'absence de syndrome infectieux, c'est très important. Et l'absence de paresthésie permanente. Ça veut dire que le malade vous dit, à chaque fois, il revient vous voir, j'ai des douleurs, ça me dérange. À chaque fois que je mastique, j'ai des douleurs là où j'ai ma prothèse, etc. Et là, bien sûr, il faudrait revoir votre traitement implantaire et prothétique. Les critères radiologiques, l'absence d'image radioclaire périimplantaire, c'est très important. Si on a une image radioclaire tout autour de l'implant, ça veut dire que mon malade a développé une périimplantite, donc c'est une infection. Et ça, ça se traduit par une perte osseuse verticale qui va, si elle n'est pas traitée, va s'aggraver au fil du temps. Voilà, comme on a donc l'ostéo-intégration, on a aussi ce qu'on appelle la muco-intégration. Ça veut dire que mon implant aussi s'est intégré au niveau muqueux et on a de la gencive kératinisée qui s'est formée tout autour de l'implant, bien sûr, sans l'infiltrer. Ça veut dire qu'on a donc une gencive kératinisée, mon implant est muco-intégré. Et ça reste un facteur de succès car, bien sûr, elle améliore le pronostic et apporte donc des avantages. Elle améliore l'intégration, surtout esthétique. Pourquoi? Parce que si on n'a pas une muco-intégration, si on n'a pas une bonne gencive kératinisée tout autour de l'implant, lorsque je mets ma prothèse, je n'aurai pas une belle limite gingivale et là, on aura le préjudice esthétique qui est mis en jeu. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'ostéo-intégration. On va parler maintenant surtout des contre-indications du traitement implantaire. Bien sûr, ce traitement-là, implantaire, c'est un traitement chirurgical qui n'est pas indiqué chez tous les malades. Donc, lors de la première consultation, un temps fondamental du traitement implantaire, elle peut déterminer le succès ou l'échec du traitement implantaire. D'abord, l'entretien patient-praticien est très, très important.
La première consultation, qui est un temps fondamental dans le traitement implantaire, elle peut déterminer, donc, comme je vous ai dit, le succès ou l'échec de l'ensemble du traitement. Elle doit donc consacrer toute l'attention et le temps nécessaire. Ça commence toujours par un entretien entre patient et praticien qui doit définir bien sûr les besoins et les souhaits du patient et de préciser ses attentes en matière de confort. Dès que vous recevez votre maladie, il vous dit, moi je veux que vous me mettiez en place un implant. Il vous dit, j'ai une centrale qui manque et à chaque fois je ne peux pas sourire et c'est l'esthétique qui me dérange, etc. Il faut poser des questions. Le malade attend quoi de vous? Il faut bien cerner le besoin de votre malade. Il faudra donc être très attentif au discours du patient afin de cerner, bien sûr, il faut aussi cerner sa personnalité. Il faut cerner sa personnalité. Il y a des patients qui ne sont pas satisfaits. Que vous faites le meilleur travail du monde, ils ne sont jamais satisfaits. D'abord, lorsque vous posez des questions, essayez à travers vos questions de cerner la personnalité de votre malade et d'avoir aussi une évaluation, surtout psychologique, déterminante dans la suite du traitement. Il y a une catégorie de patients, comme je vous ai dit, qui est éternellement insatisfaite et qui doit susciter une prudence particulière de la part du praticien. Pour ces patients qui ne sont jamais satisfaits, bien sûr, il faut faire très attention avec ce malade parce qu'il peut venir tous les jours vous voir alors qu'il n'a pas de problème. Il faut faire très attention avec ces malades-là. Donc, au cours de cette consultation qui est la première, très importante, le praticien, il doit tenter également d'avoir l'historique dentaire du patient pour comprendre les causes, bien sûr, des pertes dentaires. C'est très important. Est-ce que vous avez perdu vos dents suite à un traumatisme, suite à un choc? Est-ce que vous avez une agénésie? Est-ce que c'est par mauvaise hygiène bucco-dentaire, par votre consommation de tabac et d'alcool, etc. Parce que lorsque vous cernez la cause de la perte dentaire, vous saurez comment vous allez vous comporter avec le malade. Si c'est un malade qui n'a pas une bonne hygiène, vous allez lui dire dès le début, vous n'avez pas une bonne hygiène, ce n'est pas le traitement implantaire qui va régler votre problème. Un patient de consommateur de tabac et d'alcool aussi, vous lui dites, suite à votre consommation, le traitement implantaire ne va pas régler votre problème. On aura des problèmes par la suite, etc. On va commencer par des contre-indications absolues. Ça veut dire que chez ces malades-là que je vais citer, le traitement implantaire, il est formellement contre-indiqué. Dans les contre-indications d'ordre général, d'abord, on parle de cardiopathie. Cardiopathie, il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez fait le cours des cardiopathies ou pas. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Je vais essayer de vous expliquer, grosso modo, pour les cardiopathies. Excusez-moi. Alors, pour les cardiopathies, on a deux grands groupes. On a les cardiopathies à haut risque infectieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des cardiopathies qui, suite à notre geste dentaire, chirurgical, ils peuvent développer ce qu'on appelle une endocardite infectieuse. Suite au passage de germes, donc de germes de la cavité buccale dans la circulation générale et atteignent un endocarde qui est lésé. Le patient peut me faire une endocardite bactérienne ou une endocardite d'Osler. Chez ces malades-là, tout acte chirurgical, il est contre-indiqué. Donc, je ne peux pas utiliser chez eux, je ne peux pas faire chez eux un traitement implantaire.
Pourquoi? Parce que ça peut mettre en jeu le pronostic vital. Ça peut donc donner une endocardite infectieuse et l'endocardite infectieuse, le pronostic, il est mauvais. Donc, chez les porteurs de prothèses valvulaires, ceux qui sont opérés du cœur, les patients aux antécédents d'endocardite infectieuse sont ceux qui ont déjà fait une endocardite infectieuse. Les insuffisances cardiaques sévères et les arythmies cardiaques sévères, chez ces malades-là, le traitement implantaire, il est formellement contre-indiqué. Les hémopathies maintenant, pour les malades qui présentent des maladies du sang, comme l'anémie sévère, une neutropénie qui est inférieure à 1000 mm par cube, 1000 par millimètre cube de sang, les thromboplasmes qui ont un taux de plaquettes inférieur à 50 000 par millimètre cube de sang, chez ces malades-là, le traitement implantaire, il est contre-indiqué. Chez l'insuffisance rénale chronique, une insuffisance rénale chronique qui donc entraîne des troubles du métabolisme osseux avec une immunodépression, un risque hémorragique et une anémie, ils peuvent perturber l'ostéo-intégration. Donc là, le traitement implantaire est contre-indiqué. Toujours dans les contre-indications d'ordre général, les patients irradiés de la sphère orofaciale. Ça veut dire quoi? Chez des malades, par exemple, qui ont un cancer du cavum. Donc, c'est un cancer qui est radiosensible. Ça veut dire le traitement primordial de ce cancer, c'est la radiothérapie. Lorsque le malade reçoit une dose de radiothérapie au niveau de la sphère orofaciale, l'os devient fragilisé. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle une ostéoradionécrose. Donc là, chez ces malades-là, le traitement implantaire, il est aussi formellement contre-indiqué. Chez les patients sous immunosuppresseurs aussi, les malades, surtout les malades greffés, chez lesquels le traitement immunosuppresseur est maintenu à vie, chez ces malades-là aussi, le traitement implantaire, il est formellement contre-indiqué. Toujours dans les contre-indications d'ordre général et les contre-indications absolues, on a les hépatites. L'hépatite, on sait très bien, surtout les hépatites aiguës, c'est une contre-indication absolue en raison des troubles de facteurs de coagulation. Pourquoi? Parce que les facteurs de coagulation sont synthétisés au niveau du foie. S'il y a la moindre pathologie au niveau du foie, on aura une perturbation dans la synthèse des différents facteurs de coagulation. Donc, si on fait notre traitement chirurgical, on peut avoir une hémorragie cataclysmique, donc, qui peut mettre en jeu le pronostic vital de mon malade. L'alcoolisme chronique aussi, c'est une contre-indication en raison des éventuels troubles de la fonction hépatique, de l'immunosuppression et de modification du milieu buccal. Pourquoi? Parce que lorsqu'un malade est consommateur d'alcool de manière chronique, de manière abusive, l'excès de glucides va être stocké sous forme de glycérides par le foie. Et là, le foie, au fil du temps, il va se fatiguer. Donc, il peut y avoir ce patient alcoolique, il a toujours des problèmes hépatiques. C'est pour ça que l'alcoolisme chronique, le traitement implantaire est contre-indiqué. Les consommateurs de drogue aussi, les patients, les individus. Madame, oui. J'ai pas capté l'alcoolisme chronique. Pour l'alcoolisme chronique, retenez que l'alcool, il a des répercussions au niveau du foie. D'accord? Oui. Ça se répercute au niveau du foie. Oui. Au fil, d'ailleurs, pour les patients qui sont consommateurs d'alcool, d'alcool de manière abusive, ils ont toujours un foie avec beaucoup de graisse. Pourquoi? Parce que les sucres sont stockés comme des triglycérides. Oui. Au fil du temps, le foie se fatigue et il ne fait pas sa fonction normalement, ce qui peut entraîner
une altération dans la synthèse des facteurs de coagulation. Pourquoi? Parce que les de coagulation sont synthétisés au niveau du foie. Donc là, ça se répercute au niveau de la cavité buccale. Si je fais une chirurgie, bien sûr, il y a du saignement, il ne va pas s'arrêter à cause de la non-disponibilité des facteurs de coagulation. Voilà. Les consommateurs de drogue aussi, les individus qui consomment donc les drogues, on sait très bien qu'il y a ceux qui se droguent par des injections. Donc, ces patients sont instables, ils présentent toujours une hygiène défectueuse et ils sont prédisposés aux infections comme le sida. Donc, chez ces malades-là, le traitement implantaire est contre-indiqué. Maintenant, pour les contre-indications relatives ou temporaires, ce sont des états. Donc, on est passé de l'absolu aux contre-indications temporaires. Ça veut dire qu'ils sont... C'est des contre-indications temporairement mises en place, mais qui peuvent par la suite devenir des indications. Ce sont donc des états de traitement implantaire ou traitement contre-indiqué, par exemple chez un malade, un diabétique mal contrôlé. Un diabétique mal contrôlé, il suffit de l'envoyer chez son diabétologue, voir où réside le problème. Une fois que le diabétique sera bien contrôlé, dans ce cas-là, on peut prévoir de faire notre traitement implantaire. L'infarctus du myocarde, moins de 6 mois, parce qu'il peut me faire une endocardite ossellaire. L'accident vasculaire cérébral, il faut que ce soit plus de 6 mois. Moins de 6 mois, on ne peut pas faire le traitement implantaire parce que le patient n'est pas stable. Les patients sous chimiothérapie aussi, ils ont une perturbation dans leur formule sanguine. Chez ces malades-là, on attend la fin de la chimiothérapie, la fin de leur traitement, afin de prévoir de mettre en place un implant. Les patients, les affections maintenant, on va voir les affections à risque hémorragique. Les patients sous anti-agrégants plaquettaires. L'agrégation, les anti-agrégants plaquettaires sont une médication qui empêche l'hémostase primaire, le déroulement de l'hémostase primaire. Donc, chez ces malades-là, est-ce qu'on fait le traitement implantaire ou pas? C'est selon des recommandations de la Société française de médecine buccale, chirurgie buccale pour la prise en charge des patients sous anti-agrégants plaquettaires. La poursuite du traitement par l'aspirine à faible dose ne contre-indique en aucun cas la chirurgie orale. Attention, on n'arrête jamais le traitement anti-agrégant plaquettaire. L'aspirine, on ne l'arrête jamais. Parce que si on l'arrête, il y a le risque thromboembolique. Donc, il y a un thrombus qui vient obstruer les artères de mon malade. Il peut faire une embolie pulmonaire, il peut faire un arrêt cardiaque, etc. Donc là, selon les recommandations de la Société française en 2005, la poursuite du traitement lorsque c'est à faible dose, jusqu'à 300 mg par jour, on tolère. On fait notre chirurgie, on recourt aux moyens locaux de l'hémostase, on n'arrête jamais le traitement anti-agrégant plaquettaire. Pour les patients qui sont sous anticoagulants, comme le Syntran, la chirurgie implantaire peut se faire sans arrêt du traitement avec contrôle de l'INR